Je pense qu'on va quand même se lancer parce que c'est important de respecter l'horaire. En vous remerciant d'être parmi nous, je voulais juste en introduction évoquer quelques mots de contexte, vous dire que c'est une initiative en fait au départ qui est une initiative qui n'était pas très formalisée d'un groupe de polytechniciennes, polytechniciens avec un laboratoire de recherche de l'école polytechnique, le centre de recherche en gestion que je représente, et qui a eu envie de créer une réflexion sur la santé et d'échanger en fait avec le milieu professionnel. Je ne vais pas faire toute l'histoire de l'école polytechnique, mais il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'en fait, il y a énormément de personnes de cette école dans la santé et qui occupent des rôles très différents. Il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a des représentants de la haute fonction publique, des industriels. Et donc, il y a une vision un peu 360, polytechnique. Et il y a un certain désir, en fait, de pouvoir être présent dans l'écosystème, dans les débats. Et à partir de là, le sujet qui est arrivé comme étant un sujet qui est considéré comme intéressant à l'heure actuelle, c'est sans surprise la prévention, mais on a essayé de l'attaquer par une approche qui se veut un peu originale, en se demandant si toutes les démarches algorithmiques peuvent apporter de nouvelles formes de prévention. Donc on a engagé la réflexion sous forme de séminaire il y a maintenant un an. On est au 6e séminaire aujourd'hui. On a abordé des sujets sur l'oncologie, sur les personnes âgées. On a travaillé sur le jumeau numérique aussi. Ce qui ressort à ce stade, et c'est un peu une enquête qu'on vous propose à laquelle on vous propose de contribuer en fait, parce qu'on n'a pas de certitude, mais c'est qu'il y a des preuves maintenant que cette prévention algorithmique existe. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire que par l'algorithme, on arrive sur différentes conditions cliniques à repérer finalement des singularités pour chaque personne, en prévention primaire ou en prévention secondaire, la maladie existante et pour anticiper des évolutions de la maladie. C'est une prévention donc on peut appeler personnalisée, qui est pour l'instant pas du tout remboursée par les systèmes de paiement en France comme ailleurs, donc il va poser une question de remboursement un jour, qui s'appuie sur l'évolution des connaissances. Si je prends le cas de l'oncologie, on a maintenant la capacité, notamment avec Gustave Roussy, de développer des scores de polymorphisme génétique qu'on associe avec des scores socio-économiques, parce qu'on sait aussi que si la personne est en isolement social, par exemple, sa prise en charge en termes préventifs n'est pas du tout la même. Donc il y a vraiment des avancées, il y a des questions qui se posent. On a eu aussi un séminaire sur les couvertures assurantielles, mais l'évidence existe. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est le résultat, si je puis dire, qu'on a depuis un an, qui n'était pas si acquis que ça au départ. On ne savait pas si c'était uniquement des expérimentations, des essais cliniques. Elle existe, elle est en train de passer en soins courants sans être encore très bien formalisée. Elle pose une grande question, au fond, pour les politiques de santé, de savoir comment on l'articule avec des préventions en population générale, qui sont plutôt les modalités de prévention qu'on a eues jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est toutes ces questions qu'on essaye d'aborder ensemble. Alors, on a considéré que parmi les thèmes qui sont vraiment en rupture, on essaye d'être toujours un peu sur une ligne d'innovation et de voir les innovations de pointe. Le thème j'avais appelé ça la goutte de sang et la biopsie liquide, était un thème d'innovation assez fascinant. Je remercie à cette occasion Sandrine Boucher d'Unicancer, qui est du groupe d'ailleurs Polytechnique Santé, qui a proposé ce sujet et qui ensuite a proposé les intervenants. Alain Thierry, que je ne connaissais pas, je vous connaissais de nom, je vous ai écouté, je ne vais pas en dire plus, mais je vous ai écouté, j'ai trouvé ça absolument passionnant, ce que vous faites, et votre trajectoire est absolument aussi édifiante. Donc vous allez être notre présentateur de ce soir, et je voulais remercier Jean-Louis Mergui, qui est un collègue que je commence à connaître, à apprendre à connaître, et c'est un vrai plaisir à chaque fois. Jean-Louis est dans l'écosystème de l'École Polytechnique et de
et de l'Institut politique de Paris. Il est notamment, parmi ses différentes fonctions, je pense que tu en rappelleras quelques-unes, mais il est responsable d'un centre interdisciplinaire, Engineering for Health, qui essaye de coordonner avec Abdoul, qui a la gentillesse de venir. C'est super. Bah, écoute, moi, je suis ravi que tu sois là. Abdoul Baraka et donc Jean-Louis Mergui sont les coordonnateurs de la lecture un peu transversale des recherches en santé dans l'IX et IP Paris. Il est directeur de recherche. Alors, c'est très insermien ce soir, parce que vous êtes tous les deux insermiens de l'INSERM, tous les deux directeurs de recherche, j'imagine, dans les classes les plus prestigieuses. On n'est pas très loin de l'INSERM, d'ailleurs. Oui. On ne l'a pas fait exprès. Mais donc, voilà, je m'arrête. Je vous laisse la parole, Alain Thierry. Merci encore d'être parmi nous. Merci beaucoup. Je vais me déplacer sur ce côté-là, comme ça la présentation sera plus facile. Bon, merci pour la première slide et merci pour l'introduction. Oui, je suis très très heureux de présenter ce sujet de rupture, l'écosystème polytechnique et ce travail 360 degrés a toujours été pour moi un motif de persévérance parce que souvent les choses sont en catégorie et classées. Donc, je vous présente le travail que l'on a fait depuis très longtemps, mais je voudrais qu'on reste sur la première slide, si c'est possible. J'ai que 4 slides. On m'a dit de présenter de façon, disons, libérée sur le travail qui est accompli depuis très longtemps. En fin de compte, cette technologie de rupture est basée sur la découverte de l'ADN qui se trouve dans le sang. Et c'est une découverte française. Ça, il faut bien le mentionner. Mendel et Mété, en 1948, ont découvert de l'ADN et de l'ARN dans le sang. Donc, cette découverte a été faite quelques années avant la découverte de la structure de l'ADN. Donc, c'est une découverte qui aurait pu être développée très rapidement. Cependant, c'était un travail français et qui a été repris, je vais faire un peu de géopolitique, qui a été repris surtout par des chercheurs russes qui ont démontré qu'il y avait de l'ADN qui circulait dans les tiges des plantes et favorisait la transformation de plantes en fonction du milieu. Et donc ce travail qui a été assez sensationnel et qui pouvait évidemment se transposer au niveau des organismes mammifères, a été réduit et certains chercheurs, notamment suisses, Stroon et Anker, ont eu leurs travaux bloqués par l'Institut de sciences de Suisse. Et ils ont même réalisé un livre à ce sujet. Donc ce travail était bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas favoriser le travail des Russes. Donc pendant 20 ans, ce travail sur les ADN circulants a été bloqué. Et c'est grâce à des récents travaux de l'ordre, disons, dans les années 70-90, et le développement de technologies de pointe, comme le séquençage, et notamment la PCR quantitative, on a pu réaliser, et cela est étonnant, seulement la première étude clinique en 2005. Et ça, c'est assez étonnant parce que cet ADN était tout à fait intéressant, notamment en oncologie. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, toutes les cellules du corps libèrent de l'ADN qui est contenu dans leur noyau, par des mécanismes variés, mais cet ADN est évidemment intéressant parce qu'il porte des caractéristiques des cellules dont ils sont issus, et notamment, par exemple, en oncologie, les mutations et les altérations génétiques. Par contre, l'ADN circulant est utilisé dans des contextes médicaux différents, notamment sur le diagnostic prénatal et notamment sur la détection de la trisomie. À Montpellier, par exemple, 50% des tests trisomie sont faits à partir de l'ADN circulant. C'est très peu connu. En France, c'est de l'ordre de 20 à 30%.
parce qu'on peut détecter l'ADN du fœtus dans le sang de la maman, avant naissance. Et c'est assez intéressant. Il y a d'autres travaux aussi sur les greffes, aussi, entre les ADN de l'hôte et les ADN du receveur. Et donc là, et du donneur, pardon. Et donc, il y a des travaux qui sont importants dans ces deux domaines. Et là, je vais vous parler de l'oncologie. Alors, en oncologie, comme je vous ai dit, et vous le savez, qu'une tumeur, une cellule maligne, a obligatoirement une altération génétique. Soit une mutation, soit des nombres de copies exagérés ou diminués, ou alors des fractions de séquences qui sont retirées du génome ou replacées. Et ces altérations génétiques conduisent à la malignité. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est de dire, bon, cet ADN circulant, si on arrive à le détecter et détecter ces altérations génétiques, on va pouvoir détecter les altérations génétiques du patient. Mais il faut savoir que les altérations génétiques pour une tumeur, elles sont de deux ordres. D'abord héréditaires, ce que l'on pense a priori, c'est-à-dire des mutations qui sont apportées de façon héréditaire en fonction des générations et des lignées, et des mutations somatiques. Les mutations somatiques, elles sont, la plus grande partie des cas en oncologie, 90% à peu près, et ces mutations sont dues à l'environnement, à l'alimentation. L'exemple typique, c'est la cigarette, le tabac. Le tabac produit du benzopyrène, tout ce qui brûle, c'est la combustion, benzopyrène. Le benzopyrène s'inscrit dans la molécule d'ADN et la molécule d'ADN va avoir des mutations à cause de ce benzopyrène. Et donc ces mutations, elles sont différentes en fonction de l'environnement. Les mutations liées au tabac et les mutations, par exemple, liées au rayonnement UV sont différentes. Au niveau de l'alimentation, l'alcool, qui produit une inflammation de l'intestin, notamment du côlon. Donc, il y a des mutations variées en fonction des facteurs de risque environnementaux. Et donc, ces mutations, elles vont être aussi très individualisées. C'est-à-dire, chaque individu ne va pas avoir les mêmes mutations. Et donc, la détection et la génétique, elle aurait pu être très simple. Cependant, en oncologie, on est en but à l'individualisation de ces altérations génétiques qui se trouvent dans les cellules malignes des patients qui ont une tumeur. Donc, les patients sont différents par rapport au traitement. Et donc, on le sait, en fonction de traitement, il y a des patients qui vont survivre 1 an, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans. Et avec le même résiste, hein, en médecine, résiste, ça veut dire les mêmes conditions cliniques. Et donc, on sait très bien qu'il y a des facteurs de risque et des facteurs de protection, mais il y a aussi ce problème génétique. Parce qu'il y a non pas un facteur génétique, mais plusieurs. Donc, ça complique les choses. Donc, au sein d'une tumeur, et ça, c'est une vision qui est relativement nouvelle depuis 10-20 ans, c'est qu'une tumeur possède plusieurs mutations, voire plusieurs altérations génétiques, jusqu'à 20-30. Parce que la cellule maligne, il ne faut pas croire que ce que l'on disait auparavant, moi, dans mes études, on m'a dit il y a une mutation dans une cellule, cette mutation crée un désordre sur le cycle cellulaire et la cellule est transformée et devient maligne. Non. Non, parce qu'en fin de compte, une mutation va créer d'autres mutations. Et les mutations vont
les altérations génétiques vont aller en se développant. Et il faut savoir qu'une tumeur, elle est détectée 5-6 ans après la première cellule maligne. Et un cancer, par exemple le cancer colorectal, avant détection, on pense que c'est 6 à 10 ans. Donc, la détection, pourquoi? Parce qu'on est limité par la taille de la tumeur. Par exemple, pour l'imagerie, 1 cm à peu près, voire maintenant beaucoup moins, 1 demi-centimètre. Mais 1 demi-centimètre, ça fait beaucoup, beaucoup de cellules. En plus, quand il y a peu de cellules malignes au départ de la tumorigénèse, il y a le système immunitaire qui combat ces cellules tumorales. Et le démarrage, il est un combat permanent. Et des fois, les cellules immunitaires vont gagner. Mais par contre, parfois, ça va échapper au système immunitaire. Et quand il y a une dizaine, vingtaine de cellules malignes, cela va conduire à une tumeur. Mais d'une façon très lente, très très lente. Et cette lenteur fait qu'il y a des phénomènes de stress cellulaire et des phénomènes qui vont amener d'autres mutations. Et c'est un souci puisqu'on arrive avec une tumeur, donc, comme je vous l'ai dit, qui peut avoir une vingtaine d'altérations génétiques. Et donc, chaque patient va avoir une tumeur différente. En ce qui concerne l'aspect clonal, on appelle ça l'aspect clonal, et l'hétérogénéité clonale, qui pose un gros problème, évidemment, sur la résistance au traitement. Donc cet aspect clonal est important avec l'avènement de nouvelles thérapies. On vous a peut-être parlé des thérapies ciblées, c'est une immunothérapie qui conduit à la production d'un anticorps qui va spécifiquement cibler certaines cellules malignes de par un récepteur. Et donc, ces cellules malignes vont être spécifiques en fonction de l'altération génétique. Et donc, les thérapies ciblées qui sont plus efficaces que l'on peut utiliser dans le cancer du poumon, le cancer colorectal ou le cancer du sein, vont être liées souvent à la présence de mutations ou non, ou de certaines altérations génétiques. Par exemple, dans le cancer du côlon, la mutation KRAS, si elle est présente, on ne peut pas utiliser les traitements de thérapie ciblée qui sont plus efficaces et moins toxiques. Et donc, il y a un choix qui doit être fait immédiatement au diagnostic, notamment pour le cancer colorectal métastatique, au cours duquel on a des symptômes qui sont diagnostiqués. Et à ce moment-là, on ne sait pas s'il faut utiliser la thérapie ciblée ou pas. Donc, il faut faire une détection des mutations de la tumeur. Et donc, ce qui se passe, généralement, on prend un bloc de la tumeur primaire, si elle avait été opérée auparavant, si c'était une récurrence, si la métastase est une récurrence, ou alors c'est un cancer synchrone, c'est-à-dire qu'on détecte la tumeur primaire avec la tumeur métastatique. Et donc souvent, l'analyse se fait à partir du bloc opératoire de la tumeur primaire qui n'a pas les mêmes mutations de la métastase. Donc ça pose un problème quand on fait une détection de l'ADN à partir du tissu. Autre problème quand on fait une détection de mutations à partir du tissu, c'est le fait qu'il y a une hétérogénéité clonale, comme je vous l'ai dit. Donc si on fait une biopsie tissulaire, on va prendre une partie de la tumeur. Et comme la tumeur a une hétérogénéité clonale temporelle, locale, et donc se pose la question, est-ce que la biopsie correspond à la tumeur en entier? Et non, c'est pour ça que les traitements de thérapie ciblée avec les techniques de détection classiques de mutation à partir du tissu tumoral est pas optimal. Donc, l'avènement de l'ADN circulant et de la biopsie liquide, c'est que juste avec un prélèvement de sang,
on va réaliser en 4-5 jours la détection du statut mutationnel de la tumeur. Et c'est important parce que, imaginez-vous, vous êtes diagnostiqué et le médecin il vous dit je ne sais pas quel traitement je vais vous donner, il faut attendre 3 semaines, 4 semaines pour un séquençage d'une tumeur. Donc là, avec le prélèvement sanguin, on va avoir un résultat, disons, un rendu de résultat en 1 semaine. Et là, le patient ne va pas attendre 3 semaines à psychoter, c'est un gros souci. Et donc, le rendu de résultat est très important. Et d'autant plus que l'ADN circulant est beaucoup plus sensible. D'ailleurs, l'utilisation de l'ADN circulant a permis de démontrer l'aspect hétéroclonal dont je vous ai parlé. Auparavant, quand on utilisait le tissu, je me rappelle très bien, je travaillais avec des anapathes, et les anapathes me donnaient une mutation de la tumeur. Je leur disais, à partir du tissu. J'ai dit, mais nous, on en trouve plusieurs par l'ADN circulant. Oui, non, on n'en trouve qu'une. J'ai dit, t'es sûr qu'on n'en trouve qu'une? En fin de compte, ils voyaient parfois plusieurs mutations et ils en donnaient une seule. Parce que le paradigme était une tumeur, une mutation. Et donc, pendant peut-être 10-20 ans, les anapathes n'ont pas donné le bon statut mutationnel. Et c'est un souci. Donc, l'ADN circulant permet, avec une plus grande sensibilité, une plus grande rapidité, et en déterminant toutes les altérations génétiques de la tumeur, d'avoir un statut mutationnel propre, rigoureux, rapide. Et donc, actuellement, la prescription de l'ADN circulant est utilisée pour le cancer du poumon, pour un traitement de thérapie ciblée, est utilisée pratiquement dans 90% dans les centres, un cas en France, dans les sites régionaux, un cas avec l'ADN circulant pour le cancer colorectal métastatique, pour les mutations CARAS, BRAF et autres. Et donc, c'est un gros plus. Et Alain, juste une question, parce qu'en vous écoutant, ça paraît tellement limpide. Pourquoi on a mis tant de temps pour découvrir ça? Par exemple, merci de la question, parce que j'avais oublié de dire quelque chose qui peut paraître intéressant. C'est que quand j'ai proposé un financement à 2 instituts de financement, on m'a répondu c'est de la science-fiction. C'était en 2006, 2007. Et je n'ai pas eu les financements. Parce qu'à l'époque, on était très facteur de croissance, on était très chimiothérapie classique. On n'imaginait pas que l'ADN circulant pouvait apporter un potentiel énorme. Et le potentiel, vous allez voir, il n'est pas que dans la médecine prédictive, comme la détection des mutations pour guider le clinicien pour une meilleure thérapie, mais pour d'autres potentiels. Merci pour la deuxième slide. Donc, c'est une slide que j'aurais dû vous présenter auparavant. C'est évidemment la comparaison entre la détection à partir du tissu et la détection à partir d'un tube de sang. Et donc, au départ, on peut détecter évidemment à partir d'une prise de sang des protéines, des récepteurs cellulaires en oncologie, mais surtout un nouveau domaine, la biopsie liquide avec les cellules tumorales circulantes et donc l'ADN circulant. Ce domaine les cellules tumorales circulantes ont été développées en premier parce que tout le monde s'intéressait plutôt aux cellules. Comme je vous dis, l'ADN, puisqu'on ne savait pas d'où ça venait, on n'a pas voulu s'en intéresser et on a mis beaucoup d'investissements pour ce domaine-là qui est en train de péricliter parce que les méthodes analytiques ne sont pas assez sensibles et reproductibles. Tandis que l'ADN circulant avec le séquençage massif, le séquençage NGS ou seulement la PCR quantitative digitale, on a des résultats intéressants et c'est le domaine beaucoup plus important dans tout le domaine de la biopsie liquide. Merci. Voilà. Donc,
Ici est représenté un patient qui a donc un cancer. Ce qui est représenté en montagne, là, ce sont des clones différents, des clones donc mutés. Et donc, au diagnostic, on voit ces clones qui montent, avant le diagnostic évidemment. On fait la chirurgie. Automatiquement, la tumeur qui est primaire disparaît, mais il y a encore des cellules qui sont dans le sang et qui conduisent à des métastases, où les métastases sont déjà présentes et petites et elles vont grandir. Et on a une récurrence, on peut faire un traitement et ensuite on peut avoir d'autres clones qui apparaissent, par exemple le violet, et ce clone-là va être très difficile à traiter. Et donc l'analyse de l'ADN circulant va permettre une analyse quantitative et une analyse génomique. Quand je considère une analyse génomique, c'est une analyse de la séquence. Merci. Et donc, je vous ai parlé de l'utilisation de la détection du statut mutationnel par l'analyse de l'ADN circulant. Donc, c'est ce que l'on appelle le theranostic, c'est-à-dire guider le clinicien pour le traitement, oui ou non, de thérapie ciblée, par exemple. Deuxième potentiel qui est très important, qui est en vogue. Pourquoi? Parce que pour des patients stade 2, 3, le clinicien a des soucis réellement de décider ou pas de la thérapie adjuvante. La thérapie adjuvante, c'est une thérapie qui est faite après la chirurgie, dans le but d'éliminer toutes les cellules malignes qui se sont libérées de la tumeur durant la chirurgie ou qui existaient avant la chirurgie, ou alors des métastases qui n'ont pas été vues. D'accord ? Donc, elle est réalisée à peu près entre 1 mois, entre 4 et 6 semaines après chirurgie. Mais l'intensité de cette chirurgie pose question. Parce qu'en stade 2, 3, on sait très bien qu'il y a à peu près, dans le cancer colorectal, par exemple, à peu près 60% qui sont guéris. Donc, on va appliquer une thérapie adjuvante qui va être toxique pour l'individu, avec des effets secondaires importants, et qui peut, pour des individus jeunes, amener un second cancer. Donc, le clinicien se pose vraiment la question, est-ce que je vais faire une thérapie adjuvante ou pas, ou bien une thérapie adjuvante avec des doses importantes ou pas. Et grâce à l'ADN circulant actuellement, on peut détecter 1 mois après chirurgie s'il y a des cellules circulantes qui possèdent les mutations ou s'il y a des petites métastases. Donc là, vous êtes dans la prévention secondaire. Pardon ? Là, vous êtes dans la prévention secondaire. Voilà, exactement. Donc, exactement. Et donc, c'est un point important parce que vous savez, les stades 2, stade 3, c'est la majeure partie des patients atteints de cancer. Et c'est là que l'on peut véritablement avoir des très bons résultats. Donc, en 3, il y a aussi la détection d'émergence de résistance. Donc, si on analyse les clones, on va détecter, par exemple, ce clone violet. Et on va se dire, oh là là, on va changer de traitement et on va attaquer ce clone-là. Donc, le suivi, la beauté de l'ADN circulant, de l'analyse de l'ADN circulant, c'est qu'on peut faire des prélèvements sériés, c'est-à-dire tous les 3 mois, tous les 6 mois, et suivre le patient avec un prélèvement sanguin qui est non invasif et donc est assez accepté. Évidemment, le contrôle de l'efficacité du traitement, c'est-à-dire si on voit plus les clones, ça veut dire que le traitement marche. Évidemment, surveillance de la récurrence, c'est-à-dire tous les 6 mois, tous les ans, on peut faire une analyse de sang et de l'ADN circulant, parce qu'on connaît les clones qui sont présents et on peut détecter des clones qui sont nouveaux. Donc ça, c'est intéressant. Et le dernier potentiel, c'est le potentiel le plus important, et c'est sur lequel aussi nous travaillons dans mon équipe énormément, c'est le développement d'un test de dépistage du cancer. Et on en est relativement proche. Je vous donnerai quelques exemples par la suite. En effet, l'ADN non seulement
d'une cellule tumorale, non seulement elle a des altérations génétiques, mais la structure de l'ADN circulant va être différente quand on compare un individu sain et un individu cancéreux. Et on a fait, par exemple, on était des initiateurs de la fragmentomics. Fragmentomics, c'est quoi? C'est l'analyse des fragments d'ADN et de la taille des fragments d'ADN. Et ce qui est assez vertigineux, c'est que pour un individu sain, on a pris par exemple 17 plasmas et on a étudié le profil de taille des ADN circulants, il est exactement le même. Tandis que, donc très reproductible. Alors que dans des états pathologiques, notamment cancéreux, le profil de taille des fragments, il est différent. Et donc là, on a fait une grosse découverte. Donc ça fait partie de marqueurs de dépistage. Il y a aussi la présence de méthylation. Alors les méthylations, ce sont des... On ne peut pas dire que c'est des altérations génétiques proprement dites, comme la définition avait été faite auparavant. C'est des altérations épigénétiques. C'est-à-dire les altérations génétiques ne sont pas dans l'ADN, dans la séquence de l'ADN, mais il y a des groupements d'atomes, on va dire, qui s'ajoutent à l'ADN. Et ces changements épigénétiques, c'est-à-dire après la production notamment d'ARN, ces altérations, elles sont spécifiques à un état physiologique, de façon générale, et aussi de façon pathologique. Et donc, on a énormément travaillé sur le méthylome, c'est-à-dire toutes ces altérations épigénétiques, ces ajouts de molécules sur la molécule d'ADN, qui fait que on a une signature de cancer ou pas. Donc, la fragmentomics avec la méthylation, le méthylomics, apporte véritablement des marqueurs très efficaces. Et pas besoin d'algorithme, parce que ça m'arrangerait, prévention algorithmique. Si, j'arrive, parce qu'on est à 360 degrés, j'arrive. Justement. Mais je vais un peu avancer dans la discussion du dépistage, parce que, en fin de compte, le fragmentomics et le méthylomics, c'est plus efficace que la détection des altérations génétiques. C'est assez étonnant. Et pourquoi? Parce qu'il y a un petit souci, c'est que quand on analyse le sang, on analyse aussi l'ADN des cellules du sang, notamment des lymphocytes. Et ces lymphocytes, au cours de leur vieillesse, de leur durée de vie, qui est de 3 mois à peu près, de 2 à 4 mois, ont des altérations génétiques, mais qui n'ont pas d'influence sur la physiologie de l'individu. Et donc, ces altérations génétiques, lorsqu'on fait l'analyse, elles perturbent la détection de l'altération génétique de l'ADN circulant. Donc en fait, alors il faut faire des analyses supplémentaires un peu plus compliquées pour retirer les altérations génétiques qui sont dans les lymphocytes et qui contaminent le résultat. Et là, on peut avoir un bon résultat. Mais c'est difficile. Ce qui fait que, en fin de compte, alors que c'est paradoxal, moi je vous ai parlé des altérations génétiques et que c'est très important pour une cellule maligne, et en fin de compte, le fragmentomics, c'est-à-dire la structure de l'ADN, et la méthylation qui fait partie aussi de la structure, parce que l'ADN, il faut savoir que l'ADN d'un corps, d'un individu va de la Terre à la Lune si on met l'ADN de bout à bout. D'accord ? Et un chromosome ferait, rien qu'un chromosome ferait une énorme distance. Et cet ADN, ces séquences sont compactées, et ce système de compaction est extrêmement fabuleux, parce qu'on parle toujours de la séquence de l'ADN, mais pour moi, le plus important, c'est la structure. Et on a des résultats qu'on va publier dans Nature Genetics bientôt qui le montrent. Parce que la structure, elle est essentielle, parce que la structure va permettre la stabilité de l'ADN. Parce que si l'ADN n'est pas stable,
on ne va pas pouvoir le détecter, il ne va pas pouvoir être utilisé. Et en plus, pour que l'ADN, donc il est extrêmement compacté, mais pour que l'expression des gènes se fasse, il faut qu'il soit condensé, décondensé, condensé, décondensé, en 1/10 de seconde. Et cela dans tous les gènes de notre corps à l'instant T. C'est impressionnant. Et donc ce système, il doit être hyper solide de condensation-décondensation, parce que l'ADN, il est condensé à partir de protéines où il s'enroule, voilà, comme des pelotes de laine. Et ces pelotes de laine se rajoutent dans un deuxième ordre de compaction. Et cette compaction, elle est très intéressante parce qu'elle ne se fait pas au hasard. Et ces pelotes de laine qui entourent, ça fait des petites pelotes de laine, l'ADN, pelote de laine, un ADN. Quand c'est décondensé. Et quand c'est complètement décondensé, les pelotes de laine se décondensent, ça avance. Et ça se rejoint. Donc, la structure de l'ADN est cruciale. Et donc, cette structure va être modifiée dans des états physiologiques et particulièrement chez les patients atteints de cancer. Et donc, le fragmentomics, qui est donc le profil de taille, ce profil, les tailles des fragments correspondent à un système de protection. Parce que ce que c'est important de savoir en analytique, on observe ce que l'on détecte, mais on ne va pas observer ce qu'on ne détecte pas. D'accord ? Donc, ce que l'on détecte, c'est de l'ADN circulant, c'est-à-dire c'est de l'ADN qui a été protégé dans ces structures, et non pas l'ADN qui est beaucoup plus exposé aux enzymes du sang. Et donc, ce système de condensation est crucial. Et on sait très bien que chez les individus cancéreux et dans la cellule maligne, donc, le système de condensation est différent. Je regarde ma montre, là. Bon, ça va à peu près. 5 minutes, oui. Voilà. L'algorithme. Et puis... Voilà, j'arrive sur l'algorithme, justement. Et donc, prochaine, voilà. Là, c'est un profil de taille de l'ADN et c'est par base, c'est paire de base, donc c'est ultra sensible. Et donc là, on voit je ne sais plus combien il y en a 39 individus sains et 49 individus cancéreux. Et là, on est dans des stades très difficiles, stade 1, 2, 3. Et donc, on est dans l'étude MyProbe de RHU avec l'IGR. Et dans cette étude, parce que pour un patient métastatique, on va avoir une courbe comme ça, là. Pardon. On va avoir la courbe comme ça, une grosse différence. Mais là, on est dans un cas où on voit un peu de différence. Vous voyez le rouge, là, à partir du bleu, et c'est très, très fin. Et comme on a travaillé auparavant sur l'intelligence artificielle et le machine learning, on a détecté des positions qui sont caractéristiques dans le profil du fragmentomics des patients, et on a déterminé, par machine learning classique, ici c'est le random forest, on a déterminé par exemple des positions dans le profil de taille qui sont caractéristiques des patients. Et donc, avec la puissance de l'intelligence artificielle, on a pu avoir grâce au travail, parce que quand on est à 360 degrés, c'est un travail collectif, le travail du docteur Jacques Collinge à l'IRCM avec lequel nous avons travaillé, nous avons pu avoir des taux de sensibilité ici pour le stade 2 et stade 3 qui sont uniques au monde grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, au niveau du dépistage du cancer, on est aussi dans le dépistage pour tous les cancers. Par contre, solide. Et par exemple, ce chiffre-là, ces deux chiffres, si on est à 92%, on peut réaliser un test de dépistage qui sera possiblement commercialisé et accepté par l'administration. Et on en est très proche. On en est très proche. Et donc, il faudrait avoir 92%. Et donc, là, vous voyez qu'on en est très proche. Et pourtant, on est dans le cancer du sein, et le cancer du sein est le plus difficile à détecter.
Et donc, l'intelligence artificielle a été utilisée dans notre équipe et dans d'autres pour l'utilisation des méthylations du méthylome, pour l'utilisation aussi des nets, parce qu'on a découvert un nouveau biomarqueur. Et donc, le machine learning va nous permettre de déterminer sur une dizaine de marqueurs d'une signature, à partir de ces marqueurs, les seuils idéaux pour avoir un test et un algorithme qui va permettre de détecter. Et moi, j'y crois. S'il y a un test de dépistage sanguin, il sera avec l'ADN circulant. Encore la semaine dernière, j'étais revieweur d'un papier qui montrait des résultats fabuleux. Je pense que dans 5-10 ans, on aura un test de dépistage de l'ADN circulant. Et ceci montre que ce domaine qu'on m'a appelé science-fiction il y a moins de 20 ans va apporter peut-être un dépistage du cancer. Alors que c'est le sacré graal de l'oncologie. La prévention, c'est le sacré graal. Et donc j'en finirai par là et souligner les interactions des médecins, des informaticiens, des biologistes, des pharmaciens dans ce travail. Et je remercie tous les gens avec qui j'ai travaillé. C'est un très bon pitch parce que d'habitude, les gens commencent par expliquer la prévention algorithmique. Mais vous arrivez à la fin, en fait. C'est une intrigue, c'est que c'est à la fin qu'apparaît la prévention primaire algorithmique. Donc, je vous remercie pour cette... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant de passer à nos orateurs d'éclaircissement, parce que c'est un sujet assez technique? Peut-être une ou deux questions, et puis après, on passera évidemment aux discutants. Attendez, juste qu'on vous entende bien, parce que... Voilà. Un micro. Merci de votre exposé. Moi, j'ai une vraie question. Alors, côté médical, c'est que si je détecte quelque chose dans le sang et je ne sais pas où c'est, on a eu le cas avec le cancer du poumon et les lavages bronchiques à un moment donné où on trouvait une cellule, mais on ne savait pas où c'était. Et pour le sein, c'est la même chose. Si on n'a pas de point de départ, c'est-à-dire combien de temps à l'avance on peut expérimenter un changement? C'est une vraie question, ça. Votre question est si pertinente qu'on me la pose tout le temps. Et vous avez raison qu'il faut se la poser. Et par contre, ce qui est, disons, pour moi, c'est la même chose que la description d'un symptôme. Si vous avez, pour un test de dépistage pan-cancer, c'est-à-dire pas non orienté sur un cancer, parce qu'on peut faire un test de dépistage qui est plus orienté, par exemple le cancer colorectal, le cancer du poumon, on peut réellement mieux orienter le dépistage. Mais moi je parlais du dépistage pan-cancer, c'est-à-dire sur tous les cancers, et là évidemment, s'il y a une positivité, il faut faire ce que l'on fait classiquement. Évidemment, ça a un coût, mais l'IRM et l'imagerie et les marqueurs et aussi d'autres marqueurs qui peuvent supporter la décision. Et donc, l'IRM du corps entier va permettre, s'il y a une tumeur de moins de 0,5 cm, ça sera possible. Et donc là, l'examen sera utile. Alors évidemment, le gros problème, c'est un problème éthique. Je dérive sur votre question qui est pertinente. C'est le problème éthique d'avoir les faux négatifs et les faux positifs. Alors, le faux positif, le faux négatif, il est moins gênant puisque, bon, ça fait partie des défauts de chaque test, on va dire. Si c'est 8% des cas ou 4% des cas, c'est moindre mal, compte tenu de l'importance des patients atteints de cancer en France et dans le monde. Mais du point de vue éthique, c'est de dire à quelqu'un qu'il a une mutation et qu'on n'arrive pas à détecter. Et déjà, sur des symptômes, vous le savez bien, on arrive parfois à ne pas détecter. Nous, ça nous arrive, on me téléphone et dit « Est-ce que vous pouvez détecter, analyser l'ADN circulant ?» Parce qu'on a des symptômes, on ne sait pas où est le cancer. On a des marqueurs, mais on n'arrive pas à déterminer où se trouve la tumeur. Et ça arrive dans certains cas. Donc là, c'est le phénomène réverse. Mais c'est vrai qu'éthiquement, il faudra faire attention aux faux positifs.
Oui, j'avais une question sur les tumeurs cérébrales ou protégées par la barrière hémato-encéphalique. Est-ce que votre système de détection marche sur les tumeurs cérébrales? Alors, évidemment, la barrière hémato-méningée limite la circulation de l'ADN de façon systémique. C'est bien évident. Il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés à partir du liquide céphalorachidien. Alors évidemment, c'est pratiquement invasif, hein, c'est quand même assez particulier comme prélèvement, mais il y a des études là-dessus. Mais on doit avouer que c'est la pathologie maligne qui est la moins facile à analyser pour les ADN circulants, ça c'est clair. Mais par contre, au niveau des métastases et autres, on va pouvoir éventuellement, mais c'est assez rare. Donc là, c'est évidemment le cas où l'ADN circulant va être plus difficile à détecter. Je vous propose, moi j'en suis ravi, il y a beaucoup de questions, mais on essaie de trouver une dynamique. Donc je vais laisser Sandrine peut-être réagir. Alors tu es directrice de la stratégie médicale de la performance du cancer, donc ça doit te séduire pas mal cette présentation. C'est extraordinaire parce que là en fait on décrit un futur qui va être complètement... Alors c'est vrai qu'en cancérologie on a un petit peu l'habitude que... les traitements d'il y a 2 ans ne sont pas du tout les mêmes traitements qu'aujourd'hui et c'est un monde qui va très très vite. Mais là, ce que vous nous décrivez, finalement, c'est un changement relativement significatif dans tout le parcours du patient, depuis avant le diagnostic, les traitements adjuvants et la surveillance et évidemment le suivi après cancer. Exactement. Et donc, la question que j'aurais, c'est finalement vous, votre vision de à quel rythme ça va se développer, parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est en route, ça commence à être en routine, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur le poumon, mais c'est pas encore une réalité et ça va le devenir assez vite. Non, il y a une prescription pour le poumon, mais il faut savoir que les centres INCa font l'analyse de l'ADN circulant pour la moitié des patients atteints de cancer colorectal métastatique. Parce qu'ils savent, on a fait partie des gens qui l'ont démontré, que l'analyse de l'ADN circulant pour le cancer colorectal métastatique apportait une plus grande rapidité, une plus grande précision. Donc ce qui se fait, ce sont des analyses maintenant dans les standards. Il est indiqué par l'administration et le ministère qu'on acceptait tous les types de prélèvements et non pas uniquement le prélèvement tissulaire. Ce qui fait qu'il y a des remboursements, vous savez, C'est combien d'ailleurs? Moi, je sais. Alors tout dépend si on va pour la prévention, le dépistage ou la détection de mutations. La détection de mutations, par exemple, de la mutation EGFR dans le cancer du poumon, qui est réalisée à peu près dans 20% des cas du cancer du poumon, donc énormément de cas. Elle est de l'ordre de... Alors, soit on est dans le privé, soit on est dans le public. Si on est dans le public, il y a des frais de fonctionnement et les frais de l'environnement et des ressources humaines. Donc, il a été analysé par les Suisses, parce que là, on sort du système français, que le test coûterait 500 € de façon globale, c'est-à-dire environné. D'accord. Mais en France, il y a des remboursements de tests. Les remboursements se font à partir de 120 €, 160 €. D'accord. Donc, et c'est un coût inférieur au coût de production. Mais comme on est à l'hôpital, on considère qu'on ne considère pas l'environnement, quoi. Et c'est disponible sur le territoire, tu dois savoir, d'ailleurs Sandrine aussi, j'imagine. C'est du remboursement RIH. Enfin, voilà. C'est du ornemenklature. C'est du remboursement ornemenklature. C'est du remboursement Si ornemenklature. quelqu'un a envie de se faire concrètement une biopsie liquide, il va où? Excusez-moi de poser des questions pratiques. Dans les instituts INCa. Dans les instituts INCa, les instituts INCa ont tous... en fait, c'est dans certains... Enfin, effectivement, il y a certains laboratoires qui réalisent ces analyses et après, un prescripteur peut demander à ce que l'analyse et renvoie l'analyse vers un autre établissement qui, lui, va être
Effecteur. Mais ça, c'est le système français. Si vous prenez le système américain, la moitié des patients atteints de cancer métastatique ont l'ADN circulant parce qu'ils le payent, parce qu'il y a 50% des gens qui peuvent payer parce qu'ils ont une assurance un peu plus chère pour eux, mais qui vont rembourser ces types de tests. Et il y a des gens qui payent de leur poche les tests. Nous, c'est presque... Ouais. Tandis qu'en Espagne aussi, c'est assez remarquable, il y a un remboursement très important de l'ADN circulant. Je pense que c'est du triple ou du quadruple alors que, nous, que la France. Je précise sur le système de financement, nous, c'est le prescripteur qui décide finalement quel test il va faire. C'est pas forcément le patient, il peut demander, mais après, c'est le prescripteur qui va le décider. Et effectivement, vu le système de financement actuel, il peut être tenté de le faire ou de ne pas le faire parce qu'il va être pas forcément remboursé à la hauteur des frais qu'il va engager. Et j'ajouterais qu'un point important, c'est que ce qu'il manque dans le domaine, c'est l'étude interventionnelle. Et une étude interventionnelle qui définit pour toujours que l'ADN circulant va être cliniquement plus utile et cliniquement validé. Exactement, c'est-à-dire interventionnel, c'est-à-dire qu'on se base uniquement sur l'ADN circulant. Et c'est l'essai Panérinox qu'on va publier à la fin du mois. À la fin de l'année, pardon, excusez-moi. Et après ces résultats, le domaine va... Alors évidemment, c'est un travail qui a commencé, vous vous rendez compte, en 2016. Le protocole clinique a démarré en 2016. C'est assez long. Et c'est une analyse qui a été faite en Italie et en France, prospective, sur 600 patients. Et... avec des différents bras qui vont permettre d'analyser l'efficacité d'une thérapie ciblée. Ouais, en lien avec ça, je me demandais sur ces 50% de patients à Montpellier qui ont le test, il y a donc 50% qui ne l'ont pas. Est-ce que c'est une perte de chance? Sur quelle base on a décidé de ne pas faire le test? Est-ce qu'il y a une raison objective? Est-ce que c'est une question de coût? 50%, non, ça c'était sur le test, j'avais parlé du test prénatal. Pardon, oui. Alors, c'est lié uniquement parce que là, c'est le privé qui a été en phare. C'est une clinique à Montpellier qui a décidé d'utiliser l'ADN circulant pour l'analyse de la trisomie. Et donc, cette clinique devient très connue et importante. Et en obstétrique, elle est très performante. Et donc, évidemment, beaucoup de moments passent par cette clinique. Et d'autre part, certaines cliniques vont envoyer des échantillons au laboratoire de cette clinique. Ça vient d'un médecin, chercheur, qui a développé ces techniques. Et c'est le docteur Lo de Hong Kong qui est un des principaux chercheurs dans le domaine. Et c'est aussi en acte hors nomenclature ou pas du tout pour le nourrisson? Vous savez peut-être pas. Non, c'est dans la nomenclature. C'est dans la nomenclature. D'autres réactions Parce qu'il y a des questions aussi dans la salle. Et puis Jean-Louis, peut-être. On va prendre une question dans la salle et puis on va laisser après Jean-Louis. Et puis après la deuxième. Voilà. Oui, bonjour. Une question a été posée sur les métastases et donc je voulais revenir dessus. C'était est-ce qu'avec les biomarqueurs que vous identifiez, vous pouvez dire si le cancer est déjà métastasé et de façon importante ou pas, ou est-ce que c'est pas encore clair à ce stade en fait, où vous pouvez juste dire en gros voilà, il y a un cancer, mais il faut faire des examens pour voir l'étendue quoi en gros. Ok, je comprends votre question, mais elle est tributaire du moment de la détection, de diagnostic. Si c'est un diagnostic en stade 2, 3, par exemple des douleurs abdominales qui amènent à disons un examen qui va conduire à la détection par imagerie interne de la tumeur du côlon, là, automatiquement, on va être dans le cas que j'ai dit, c'est-à-dire les thérapies adjuvantes. Donc, dans ce cas-là, on fait des examens, soit la tumeur primaire
est la seule tumeur du corps et il n'y a pas de métastase et on le voit par IRM. L'imagerie maintenant est très performante. Et je dois mentionner que l'imagerie actuellement utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la détection des tumeurs. Par contre, évidemment, il y a le cas où le patient arrive avec une métastase qui est détectée. Alors le problème, évidemment, ce sont les patients qui sont opérés, où l'on ne voit pas par imagerie de métastase, et on fait quand même de la thérapie adjuvante, et après, il peut y avoir une récurrence. Mais là, moi, je prône, personnellement, une analyse tous les 6 mois de l'ADN circulant avec nos biomarqueurs, en même temps que pour un patient, si vous voulez, stade 2-3, par exemple cancer colorectal, il va avoir une visite pendant 1 an tous les 3 mois avec des traitements qui vont durer 6 mois. Et entre 2 et 4 mois en fonction de la thérapie adjuvante utilisée. Pour le cancer colorectal métastatique, il va y avoir d'abord prélèvement de la tumeur primaire et on va attaquer la métastase. Et on attaque la métastase avec différentes chimiothérapies. Tout dépend de la localisation de la métastase. Et donc là, c'est un autre sujet parce que ce que l'on a observé, et cela pose des questions sur la nature de la métastase, c'est pourquoi une tumeur de même volume qui est métastatique va produire plus d'ADN circulant qu'une tumeur primaire de même taille. Donc, on a des hypothèses à ce sujet et on travaille dessus. Mais c'est vrai, le sujet, c'est la métastase. Jean-Louis, peut-être des réactions. Oui, alors d'abord, merci pour l'invitation. Je t'avais dit, je suis très honoré. L'ADN, je connais, mais l'ADN circulant, pas du tout. Donc, je vais être à la fois spécialiste et totalement candide. Donc, juste pour donner quelques éléments par rapport à l'algorithmique, par exemple. Donc, le génome humain, vous savez, c'est à peu près 3 milliards de paires de bases. Le génome humain complet, en fait, c'est tout récent. Le chromosome Y, qui était le dernier à résister, a été entièrement séquencé il y a moins d'1 an, alors que ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on a le génome humain complet. Et pour vous donner une idée, c'est quoi traiter 3 milliards de paires de bases ? Pour vous donner 2 points de vue radicalement opposés, si vous vouliez en faire un livre, à peu près dans un livre, on met à peu près 3000 caractères par page. Donc vous faites le calcul, 3 milliards, ça vous fait 1 million de pages, ou 1000 livres de 1000 pages. C'est une grosse bibliothèque. C'est beaucoup, donc à l'œil humain, vous ne traitez pas ça. En revanche, si vous codez cette information génétique en bits, en 0 et en 1, finalement, un fichier complet d'un génome humain, c'est... on va dire, on va passer sur des histoires de séquençage, de profondeur de séquençage, mais c'est de l'ordre du gigaoctet. Or, un fichier d'un gigaoctet, maintenant, on sait traiter. C'est pas quelque chose de considérable. Et quand je vous parle du génome d'un virus, c'est un fichier de quelques kilo-octets, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement tranquille. Donc, c'est pour montrer la dualité où on a absolument besoin d'outils de bioinformatique, d'algorithmique, pour traiter des choses qui commencent à être dans des dimensions qui sont plus gérables par l'œil. Moi, j'aime bien regarder une séquence, mais je regarde vraiment à l'œil nu une séquence d'un gène, mais je regarde une région qui fait 1000 paires de bases peut-être, donc un tout petit bout. L'autre commentaire, c'est qu'en fait, l'ADN, il a un côté sympa, c'est qu'il est quand même relativement stable chimiquement. Dans le temps, pour vous donner une idée, il est stable et il est prévisible dans ses propriétés d'appariement. Il y a des gens qui font des nanostructures à base d'ADN. Il y a des gens qui font des ordinateurs à ADN. Alors, on n'y est pas encore à des choses... On peut jouer au tic-tac-toe avec de l'ADN. Pour vous donner une idée, on n'est pas encore à des résolutions de problèmes très complexes. Et puis il y a des gens qui travaillent sur de l'ADN ancien, parce que je vous ai dit qu'il est stable, donc on peut faire de la médecine légale, par exemple. Mais on peut remonter beaucoup plus loin. Et pour vous donner une idée, si je peux juste avoir une diapo, la première de ce que j'avais,
Ça, c'est l'ADN d'une femme de Néandertal. On a son génome complet maintenant, et pourtant, elle a vécu il y a 120 ou 130 000 ans. Donc, on est capable de reconstituer son génome complet. Et alors ça illustre l'algorithmique, parce que le problème, c'est que bon, ça finit quand même par se dégrader. Donc, les fragments que vous voyez, si juste l'animation, il y a juste la taille de la région que je regarde. Ça fait, back, ça fait donc moins de 1000 paires de bases. Donc c'est tout petit, les fragments, ils font quelques dizaines de nucléotides. Et donc pour aligner tout ça, pour savoir où est-ce que ça se trouve, il faut vraiment des outils de calcul assez puissants. Et puisque tu as montré la diapo suivante, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire aussi, donc là, ce n'est pas de l'ADN du sang, c'est de l'ADN dans un os. Et c'est un tout petit bout d'os. On est en train de parler d'un tout petit morceau de phalange. Et les gens se sont rendus compte qu'on pouvait séquencer cet ADN. Ils sont tombés sur quelque chose d'assez fascinant. C'est qu'après, ils ont trouvé une dent et ensuite une mandibule, animation. Voilà. Et en fait, quand on analyse cet ADN, on s'est rendu compte que c'était ni l'ADN d'un Homo sapiens, nous, ni l'ADN d'un Néandertal. C'était la diapo suivante. L'ADN d'un Denisovans, c'est-à-dire une autre espèce humaine qui a vécu avec nous et Néandertal en même temps. Et juste pour dire, ce qui est impressionnant, c'est qu'à partir de cet ADN et de ce profil épigénétique, vous savez que maintenant, on peut avoir une idée de traits de votre visage à partir de la séquence de cet ADN. Et vous avez une reconstitution, alors une vue d'artiste à droite, de à quoi ressemblait cette personne. Et juste pour vous dire que ce n'est pas de la science-fiction complète, hein, ces données avaient été réalisées au moment où on avait juste ce tout petit bout d'os. Et à partir de là, ensuite, on a découvert d'autres ossements et on s'est rendu compte que les prévisions, les prédictions à partir des données épigénétiques qu'on avait matchaient correctement ce qui avait été prédit. Donc les personnes qui avaient proposé ce visage n'étaient pas complètement en train de rêver. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est pour vous donner une idée de l'algorithmique de l'ADN. Maintenant, hein, quel sens ça a en prévention et en santé? Vous le savez peut-être, nous, en tout cas européens, nous avons environ 2% de génome néandertalien, tous. 2% de notre génome est d'origine néandertalienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les mêmes 2%. Donc, c'est une moyenne. Et en gros, si on avait les séquences de tous les Européens à peu près, on arriverait à reconstituer environ 40% du génome néandertalien dans nos gènes. Et il se trouve que certains de ces... par exemple, on va porter des allèles néandertaliens dans certains gènes qui peuvent vous donner des avantages, être lefto, par exemple, ça peut être... Il y a des gènes de susceptibilité au Covid dans le génome de Néandertal, mais il y a aussi des gènes de résistance, ça dépend de quel allèle on parle. Et ça nous renseigne un peu sur la génétique humaine. Pour Denisova, qui est là, lui ou elle aussi a laissé des traces dans nos génomes, mais là c'est plutôt en Asie et en Mélanésie, avec jusqu'à 6% du génome qui est d'origine de Denisova. Et ça, ces découvertes-là, on va dire, contribuer à justifier le prix Nobel de Svante Pääbo en 2022 autour de ça. Donc ça, c'était mon lien avec l'ADN. Alors là, il n'est pas circulant, il est osseux. Et évidemment, on n'a pas envie forcément de faire un prélèvement. C'est tellement plus simple de faire un prélèvement sanguin. Ça fait partie des gestes qui sont acceptés et acceptables sans trop de problèmes. Déjà, il y a pas mal de questions que j'avais en tête qui ont été répondues. La première, je m'intéresse à l'histoire des sciences. Finalement, donc, c'est le cancer colorectal sur lequel vous avez le premier progressé ou le plus progressé peut-être? Exactement. Et ma question, c'est est-ce qu'il y avait une raison objective ou est-ce que c'était juste le hasard? Vous êtes à côté d'un clinicien qui travaille sur le cancer. Est-ce qu'il y avait une raison pour avancer particulièrement d'abord
sur le colorectal? Non, en fait, c'est les deux. Il y a deux raisons. D'abord, c'est dans le cancer colorectal qu'on a une des plus grandes quantités d'ADN circulant, avec le cancer du poumon. Par exemple, pour le cancer du sein, la quantité est plus faible. Alors évidemment, quand on va chercher des mutations, c'est toujours un rapport par rapport de l'ADN muté par rapport à l'ADN total non muté. Et donc, si la quantité diminue, donc c'est plus difficile dans le cancer du sein. C'est pour ça que j'ai présenté le cancer du sein. Et il y avait aussi la présence de Marc Ichou, qui était le directeur de gastroentérologie du service de gastroentérologie de l'ICM, et qui a cru en mon histoire à une époque où il a été impressionnant. Et il a été même plus optimiste que moi parce que il m'a dit, Alain, il faut faire un essai clinique. J'ai dit, on ne va pas faire un essai clinique. Personne n'a fait un essai clinique prospectif. Il dit, Safaïen, on va faire un essai clinique, tu verras. Je dis, allez, on y va à fond. Et on a fait le premier essai clinique dans le domaine qui a montré la validation clinique de l'utilisation de l'ADN circulant en oncologie. Et donc, dans ce type de tumeur où il y a beaucoup, enfin, entre guillemets, d'ADN circulant, on va détecter une tumeur ou une métastase à partir de quelle taille ? Alors, c'est très variable parce qu'il y a une variable individuelle et qui fait que les médianes sont très, très larges. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène dont je n'ai pas parlé, mais sur lequel on publie énormément, parce que j'ai travaillé sur le Covid, parce que, en fait, en travaillant sur un phénomène de l'origine de l'ADN circulant, qui est un phénomène d'immunité innée. Ce phénomène d'immunité innée, on appelle ça les NET, les Neutrophil Extracellular Traps. Et ces phénomènes sont des phénomènes liés à l'infection, c'est-à-dire c'est des filets qui détruisent les micro-organismes. Mais le problème, c'est que ces ADN qui sont expulsés deviennent des ADN circulants. Et donc j'ai travaillé sur ce phénomène. Et au niveau du Covid, on a, pendant les premiers mois de la pandémie, je me suis aperçu que toutes les comorbidités du Covid étaient des maladies des NET. Et donc, j'ai proposé que les NET étaient le facteur clé de la pathogénèse du Covid. On a été les premiers à le dire et c'est accepté actuellement. Et pour moi, le Covid n'est pas une maladie respiratoire, c'est un virus qui passe par la respiration, par les voies aériennes, mais le phénomène, il n'est pas lié à une maladie respiratoire parce que, par exemple, il y a 40% de problèmes cardiovasculaires chez un patient et c'est une maladie multi-organe à cause de la propension des NET à s'infiltrer dans tout le corps. Et donc, on a démontré que ce facteur était important pour toutes les maladies inflammatoires. Donc c'est un autre sujet, mais je n'ai pas développé, mais c'est un sujet relativement révolutionnaire. Et on va publier dans quelques mois, dans Science, la première démonstration que le Covid long a une raison, c'est la présence de microcaillots. Et ces microcaillots conduisent à des problèmes, notamment dans le passage hématoméningé, qui conduit à des problèmes neurologiques, qui conduit à des problèmes cardiovasculaires, des problèmes inflammatoires et des problèmes auto-immunes. Et donc ces microcaillots, on démontre que c'est la raison et c'est grâce avec ce travail d'ADN circulant, puisque ces ADN circulants sont aussi biomarqueurs du Covid-19 et du Covid long. Juste avant de laisser la parole à monsieur et puis à la salle, il doit y avoir un marché émergent extraordinaire autour de ça. Je pensais, je m'excuse, c'est une question probablement naïve, mais Theranos, tout ça, c'est... Il a été évalué, là, justement, il y a 2 jours, j'ai lu un papier à 18 milliards dans 5 ans. 18 milliards dans 5 ans. Oui. D'accord. Je crois qu'il y a une représentante de la BPI dans la salle. C'est assez important. Monsieur ? Bonjour. C'est bon. Oui, moi je suis pneumologue très récemment retraité et j'ai suivi beaucoup de cancer. Pas très bien, excusez-moi. Je suis pneumologue très récemment retraité et j'ai travaillé avec l'Institut du thorax et Curie Montsouris et c'était pour
plusieurs choses sur le dépistage du cancer, en particulier le cancer du poumon. Actuellement, à moins que c'est changé depuis 1 an, ce qui est proposé, c'est le scanner annuel chez les patients de plus de 50 ans fumeurs, qui va faire de très gros progrès grâce à l'intelligence artificielle. Et je pense aussi que pour le cancer du sein, c'est toujours la mammographie, avec aussi l'intelligence artificielle. Il y a 3 ou 4 startups qui travaillent pour avoir des images quasiment infraradiologiques pour dépister le cancer du sein. Donc ça, c'était la première chose. Donc moi, je n'ai pas entendu parler de biopsie liquide pour le dépistage. La biopsie liquide, pour nous, quand je travaillais donc, il y a encore 1 an, ça servait dans des cas très particuliers, très spécifiques. C'était, par exemple, un cancer où on n'avait pas pu faire de biopsie, après fibroscopie bronchique. Il y a des fibroscopies bronchiques qui peuvent être avec électronavigation, qui permettent d'avoir des toutes petites tumeurs périphériques, très simplement, au bloc, sur des blocs hybrides, avec un scanner. On peut aller chercher des tumeurs très périphériques. Voilà. Et souvent, c'est vrai que la biopsie liquide n'était pas proposée. Alors, je ne sais pas si c'était des problèmes de remboursement ou des problèmes de fiabilité, mais on commençait par avoir un morceau de la tumeur. C'était ça le but, d'avoir un morceau de la tumeur. La biopsie liquide venait secondairement quand vraiment on ne pouvait pas toucher au patient. Récemment, il y a 1 an, j'ai une patiente, pneumonectomie droite il y a 10 ans pour un cancer, apparition d'un nodule de l'autre côté, intouchable, même pas une biopsie. On ne pouvait pas faire une biopsie transthoracique. On a proposé la biopsie liquide qui est revenue positive et qui a permis de traiter la patiente dans un second temps. Donc c'était, je sais, alors ça a peut-être changé complètement depuis 1 an, mais ça me semblait très optimiste, si vous voulez, la biopsie liquide comme ça, d'emblée ou à répétition. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Vous avez tout à fait raison. Et les technologies de rupture, plus elles sont de rupture, et en fin de compte, moins elles vont avoir d'efficacité à s'implémenter en médecine. C'est assez particulier. Par contre, je travaille évidemment beaucoup avec les États-Unis. Aux États-Unis, vous allez au French Henderson, tous les patients qui sont atteints de cancer du poumon ont une biopsie liquide. En France, par le problème de santé publique, des prescriptions et du système de santé, on va être un peu plus réticent à donner une prescription sur un phénomène qui n'est pas encore complètement, on va dire, accepté. Alors que, par exemple, en Espagne, comme je dis, je crois que c'est 4 fois plus d'analyse de l'ADN circulant. Donc c'est vrai que la prescription dans le cancer du poumon est liée à l'utilisation du traitement de thérapie ciblée anti-EGFR d'une mutation. Donc ça, c'est assez utilisé. Oui, est-ce qu'il y a une signature de l'ADN de la tumeur mère? Et est-ce que la signature des métastases à l'origine de la tumeur mère est également différenciée ou décelable? Question très pertinente et très, très utile. Et donc, évidemment, on l'a démontré, c'est-à-dire sur des patients qui ont une tumeur primaire qui a été resséquée et qui ont une récurrence par la suite des années après. On fait la même analyse au niveau du prélèvement sanguin chez un patient métastatique donc qui a été diagnostiqué plusieurs années après, et on n'a pas du tout la même signature. Là, c'est clair. Par contre, on a quand même des altérations génétiques qui restent les mêmes, mais il y a une évolution très importante. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ne faut pas considérer que la tumeur primaire est un clone et on va avoir la métastase avec les mêmes clones. C'est complètement différent, parce que souvent, dans ce cas-là, ce sont souvent des tumeurs primaires qui ont été traitées avec une chimiothérapie adjuvante. Et donc, les traitements que l'on applique en chimiothérapie vont provoquer un stress et ils vont sélectionner des clones différents et des clones résistants. Et parfois, on pourrait se demander, c'est pour ça que la question de la thérapie adjuvante est importante, c'est qu'on va pouvoir faire émerger des clones plus résistants. La question se pose. Et la chimiothérapie, comme elle est proposée,
on n'a pas ça en tête obligatoirement. Et vous avez tout à fait raison, c'est un sujet très important. Et on sait très bien que les traitements ne sont pas aussi efficaces pour une métastase que pour une tumeur primaire. Et du coup, si on prend un patient qui a une tumeur primaire et des métastases, sur la biopsie liquide, vous allez être capable de voir s'il a ou si vous savez qu'il a un cancer, ou vous savez si c'est des métastases plus une tumeur primaire. Alors là, la question est d'autant plus pertinente qu'on touche le seul désavantage de la biopsie liquide, c'est-à-dire quand on analyse le sang, on analyse l'ADN de toutes les cellules malignes. Donc on ne va pas pouvoir différencier la tumeur primaire et la tumeur métastatique. Et du coup, d'un point de vue économique, on peut quand même dire que si on développe des biopsies liquides pendant la période post-chirurgie, oui, on sera amené à faire des économies significatives en termes de traitement. Ah ben c'est évident, les calculs sont déjà faits, c'est même au ministère, vous êtes bien placé. Et après, c'est une question de coût, comme la ceinture de sécurité, qui est une unité de valeur de la prévention. Et donc, c'est des discussions qui sont plus ou moins acceptées selon les pays. Donc, moins invasif et au final, permettra des meilleurs résultats et moins coûteux. Oui, merci beaucoup pour le topo. J'avais une question double. C'est le test a l'air, d'ADN circulant a l'air plus, on va dire, plus sensible. Est-ce que ça veut dire qu'au lieu de faire un dépistage, par exemple, du cancer colorectal en demandant des prélèvements aux personnes, si on faisait une prise de sang, est-ce qu'on anticiperait? Et si oui, de combien de temps? Ou est-ce qu'on générerait trop de faux positifs dont vous avez parlé et donc qui pourraient se résoudre tout seul, par exemple? Oui. Alors, on a fait ce type d'essai clinique et on s'aperçoit que sous traitement de thérapie ciblée pour des patients ayant un cancer colorectal métastatique, on a une évolution des clones en 2 mois. En 2 mois, les clones changent. La rapidité, elle est impressionnante. Et c'est grâce à l'ADN circulant qu'avec des analyses serrées comme ça qu'on a vu le changement de clone. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la résistance au traitement, qui est le problème actuellement en oncologie, elle est due à ces évolutions de clones. Et donc, l'évolution des clones peut être anticipée avec l'ADN circulant, mais la résistance arrive si vite qu'on va gagner 1 mois, 2 mois. Donc, ça ne va pas être très, très, très important. Mais on le détecte avant. Oui. Ce que je voulais dire, c'était même pour les patients qui sont non traités, on va dire la population générale, en mode dépistage. Ah, en dépistage. Oui. Ah, en dépistage. Alors, on revient sur le problème du dépistage et sur vous déterminez sur le cancer colorectal. Alors, il y a des questions qui se posent. Alors, le cancer colorectal héréditaire, le cancer de Lynch, par exemple, le cancer colorectal somatique. Donc, en ce qui concerne le somatique, les mutations les plus classiques, elles sont connues. Donc, on pourrait détecter, on connaît à peu près 30 gènes qui sont mutés préférentiellement dans le cancer du côlon. Au niveau des méthylations, uniquement 12 méthylations suffisent à caractériser un cancer colorectal. Et actuellement, le mélange, la combinaison, de l'ADN, disons, de la détection des méthylations et la détection des altérations génétiques va permettre un bond très important avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, c'est possible. J'ai peut-être une dernière question qui est plus d'ordre général, parce qu'on sent que l'histoire qui est absolument fabuleuse, qui est une vraie innovation de rupture, n'est pas linéaire. Et si vous étiez aux manettes sur la recherche en France ou ailleurs d'ailleurs, qu'est-ce que vous feriez on en parlait avec Jean-Louis, finalement pour que ces évaluations, on sent que pendant un moment, vous n'avez pas eu les financements. Qu'est-ce que vous apporteriez pour que les évaluations soient plus intelligentes, pour permettre de ne pas passer à côté de ces innovations de rupture? Alors, personnellement, je ne vais pas parler de ma paroisse, mais je pense qu'en France, on a tendance à saupoudrer, c'est-à-dire à donner de l'argent à tous les
Et donc nous, on est une équipe qui est reconnue, enfin on est reconnue dans le monde quand même, et je n'ai pas vraiment d'appui spécial, parce que je pourrais créer un institut avec énormément de financement, et ça se fait pas. On préfère mettre l'argent. Et donc, personnellement, dans ce domaine-là, je créerais, par exemple, un institut de la médecine personnalisée, par exemple, en oncologie. Merci. Jean-Louis ? Ouais, pour compléter en fait ce que tu dis, moi j'ai l'impression que l'État en général ou les collectivités, quand elles croient qu'elles soutiennent l'émergence, en fait elles soutiennent ce qui a déjà commencé à émerger. Et finalement l'émergence est très sous le niveau de l'eau et elle est très difficile à percevoir. Il faudrait déjà commencer par avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a un certain nombre de découvertes qu'on n'est pas capable de visualiser. Donc avoir un terreau fertile, assurer des formations minimales de base à toutes les personnes qui travaillent en cancéro, on va dire, mais en physique, en maths, en biologie, etc. C'est peut-être déjà s'assurer d'avoir ce terreau fertile pour que des nouvelles découvertes émergent. Et une fois qu'on les a identifiées, là, on peut les accompagner. Et là, on est en faute de ne pas le faire une fois qu'on a des arguments pour regarder. Merci beaucoup. Je pense que l'un des principes de nos séminaires, c'est que ça se continue avec le cocktail. C'est-à-dire qu'on peut discuter en tête-à-tête avec Alain Thierry, Jean-Louis, Sandrine et d'autres. Donc c'est ce qu'on va vous inviter. Je voulais juste vous dire que nous avons un prochain séminaire sur la santé mentale qui aura lieu à la rentrée. La date n'est pas encore arrêtée. Donc on est ravis si vous continuez avec nous cette enquête. Je voulais remercier l'agence. Ah oui, alors vous pouvez carrément tout de suite par le QR code vous inscrire, comme ça sera fait. La date ? Mais c'est pas grave. Hein. Me casse pas la baraque. Et je voulais juste remercier aussi l'agence qui nous accompagne depuis le début, l'agence Bébrincom, qui évidemment les veilles de séminaire est mise à contribution très fortement. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et donc je vous propose maintenant d'aller vers le cocktail en vous remerciant Monsieur Thierry et Sandrine et Jean-Louis.